Bonjour à tous. La professionnalisation du sport féminin et la valorisation de l'encadrement sportif féminin, y compris en mixité, c'est le thème central de cette conférence de presse à laquelle la FEP nous a conviés ce matin. Alors la FEP, on ne va pas la présenter, c'est la Fédération des entraîneurs professionnels. José, vous en êtes le président et je vous demande de donner le coup d'envoi. Très bien. Écoutez, d'abord, bonjour à tous et merci de votre écoute attentive, bien sûr. La FEP, on ne va pas revenir dessus. On va juste dire que c'est un regroupement de professionnels de l'encadrement qui se préoccupent de beaucoup de choses. Et donc, aujourd'hui, on va aborder un point qui est l'aboutissement de nos activités depuis notre création en 2009, sur laquelle l'activité a été diversifiée sur l'intervention sur les textes de loi, sur les gouvernances des institutions qui nous gèrent, sur beaucoup de choses, et entre autres sur le thème de l'encadrement et de sa professionnalisation, et plus particulièrement celui d'un secteur émergent qui est le sport féminin. Alors, c'est un petit peu au cœur de l'actualité, José, quand même, parce que le 22 janvier dernier, avec la ministre, vous avez signé l'appel de Paris. Qu'en est-il exactement? Ça concerne le sport professionnel féminin exclusivement ou pas? Absolument. En juin, c'était déjà une partie, si vous voulez, qui était l'aboutissement des travaux qui avaient repris depuis 8 mois. Et ça coïncidait parfaitement. Et puis, on tenait à cœur de faire partie aussi, pas des grands, mais des institutions ayant manifesté leur préoccupation pour la considération du sport féminin. Et on s'est dit que dans cette considération du sport féminin globalement, il y avait celle de l'encadrement féminin. Mais pas seulement féminin, mais féminin avec masculin, masculin avec féminin, parce que notre société, c'est peut-être un peu plus cette image-là que celle du féminin tout court. On aura des témoignages dans ce domaine-là tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai retenu une phrase que vous m'avez dite au téléphone quand on a préparé cette conférence de presse. Agir aussi pour être en conformité avec les valeurs que prône le monde sportif. C'est ça aussi le but, c'est-à-dire la citoyenneté, l'égalité homme-femme, l'équité. C'est ça? Il faut être en accord avec les valeurs du sport? Oui, je crois que d'une manière générale, la société évolue et puis toutes ces valeurs sont de plus en plus prisées par les citoyens. Et le monde du sport n'y échappe pas, forcément, il est concerné. Donc, à l'intérieur du monde du sport, il y a les encadrants et on n'encadre pas aujourd'hui comme on encadrait il y a 20 ans. Je peux le dire, j'y étais. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'encadrement et le cadre aujourd'hui, pas seulement l'entraîneur, mais le cadre des sportifs aujourd'hui, de tenir compte d'un certain nombre de valeurs, de respect, d'équité, de considération, etc., qui sont indispensables pour faire ce métier aujourd'hui. Très bien. José Ruiz, président de la FEP, merci d'être là. Vous restez avec nous. Voilà, vous restez avec nous. On va interroger Marie et Thibaut, bien évidemment, au cours de cette matinée. D'abord, on va essayer de joindre, et je pense qu'elle est là, qu'elle est avec nous, on va joindre Lauriane Dolt, entraîneur de Mulhouse Basket National. Voilà Lauriane qui apparaît. Bonjour. Bonjour Lauriane, en bonne forme? Ah oui, très bien, merci. Est-ce que c'est pas l'heure du biberon? Si, mais c'est bon, mamie est montée pour pouvoir me donner, donc ça va. Bon, voilà, si Lauriane est la première à intervenir et à témoigner dans cette conférence de presse, c'est parce que Lauriane vient d'avoir un bébé, un petit garçon, il y a une quinzaine de jours maximum, hein, c'est ça Lauriane à peu près? Non, oui, c'est ça. Voilà. Et donc, vous allez nous raconter dans un premier temps, on va parler aussi de votre parcours, mais vous allez nous raconter comment vous avez vécu cette situation, avoir un bébé et en même temps changer de club. Comment ça s'est passé? Vous leur avez dit tout de suite au président du club de Mulhouse, attention, je suis enceinte. Comment ça s'est passé? Oui, c'est ma première expérience en tant que coach principal au niveau des seniors. Donc, voilà, c'était déjà un grand pas en avant. Et au mois de juillet, je découvre un peu par surprise que je suis enceinte. Donc, c'est vrai que ça a été un peu la surprise totale et puis surtout l'inquiétude. Comment vont réagir mes dirigeants? Comment vont réagir mes joueurs?
parce que voilà, ce n'était pas forcément commun. J'ai eu quand même un petit peu de temps pour pouvoir réfléchir à tout ça et je débutais mon contrat le 15 août et j'ai demandé à mon président de le voir avant le début du contrat pour jouer vraiment totalement carte sur table et pour lui dire que j'étais enceinte. Donc, je n'étais pas encore enceinte de 3 mois, mais je préférais quand même être vraiment au clair avec lui. Et puis, je pense plus de peur que de mal parce que vraiment, ça s'est super bien passé. J'ai apporté des solutions justement pendant mon absence. Et même si sur le coup, ça a été un peu difficile quand même pour lui, 2-3 jours après, il était à fond derrière moi pour pouvoir justement tout mettre en place pour pallier à mon absence. On a le sentiment quand même, en écoutant vos propos, Lauriane, que ça a été une période de stress pour vous un petit peu. Ouais. Oui, tout à fait, parce que je l'attendais depuis longtemps. C'est vrai qu'il n'y a pas eu toute cette joie autour de l'annonce de la grossesse. Au contraire, c'était plus beaucoup de questions. Comment je vais faire? Comment je vais gérer? Est-ce que tout va bien se passer? Et puis, finalement, tout s'est super bien passé. Donc, Vous allez reprendre dans 15 jours, 3 semaines à peu près, c'est ça? c'est ça, ouais. Et à qui vous avez confié les rênes de l'équipe alors? À un homme ou une femme? À un homme, à mon assistant, qui travaille avec moi depuis 10 ans. On était ensemble déjà à la SIG Strasbourg auparavant. Et il a accepté de venir avec moi à Mulhouse. Donc, quand tout ce projet de maternité s'est un petit peu proposé à moi, c'était tout bonnement évident que ce soit à lui que je passe le relais. Donc voilà. Ouais, on rappelle que vous avez été l'assistante de Vincent Collet à Strasbourg au cours de la saison 2015-2016 et que votre envie, votre désir, votre souhait, c'était d'être coach principal, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, c'était plus en 2017-2018 et après 18-20 aussi un petit peu. Oui, si j'ai quitté la SIG justement en 2020, c'était justement pour pouvoir voler de mes propres ailes. Ouais. Est-ce que le basket féminin et masculin s'ouvre à la mixité? Est-ce que vous avez le sentiment que dans ce domaine, ça progresse? Difficilement, parce que même sur les filles, elles sont très peu d'encadrants féminines. Il y en a 2 en ligue féminine. On l'avait vu avec Valérie Garnier, qui était l'entraîneur de l'équipe de France filles. Elle a été remplacée par Jean-Aimé Toupane, donc un garçon. Chez les garçons, ça commence à venir un petit peu, notamment sur les centres de formation où il y a 2 coachs féminines qui sont arrivées cette saison à Dijon et à Monaco, quelques assistantes. Donc, ça progresse, ça arrive. Très bien. Est-ce que pour vous, ce sera ma dernière question, est-ce que ça procède d'un certain équilibre au sein du staff, cette mixité? Oui, forcément. Je veux dire, on a, même si c'est une question de compétence et pas de sexe, on a peut-être d'autres choses à apporter. Et je pense que justement, ce mixte avec les garçons, ça peut faire un joli mélange. Bien. Lauriane, merci. Vous restez avec nous, bien sûr, tout le long de cette conférence. On va parler avec Marie Guyonnet-Ruscassi, chargée de mission emploi-formation à Tech 15. Merci, Marie, d'être là. Alors, la problématique de la maternité, ça fait partie des 4 principales actions que vous avez décidé à Tech 15 de positionner. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement ce sujet de la parentalité? Donc, par rapport à la FEP, là, on a mis en place des actions. Et là, l'idée, c'est de vous mettre en exergue les actions qu'on a voulu mettre en avant. Et donc, négocier le sujet de la parentalité dans les accords collectifs disciplinaires en l'adaptant aux particularités du sport. On le voit bien avec Lauriane. C'est une des priorités. Aujourd'hui, la FEP souhaite sensibiliser les structures employeurs dans l'organisation et l'emploi du temps des futurs et jeunes parents et ainsi négocier les congés maternité et paternité, notamment afin de prévoir le maintien de salaire. Et on voit bien qu'une des difficultés que l'on a aujourd'hui, c'est dans la mise en œuvre du congé paternité, parce que ça nécessite une révision législative pour le fractionner sur 12 mois et non 6 mois aujourd'hui. D'accord. Alors, il y a d'autres actions qui sont prévues pour Tech 15. Vous pouvez nous les décrire? Oui, alors, il y en a plusieurs. L'autre suivante, c'est d'inciter les entreprises de 50 salariés et plus
à adapter l'index égalité professionnelle aux particularités du sport. Aujourd'hui, l'index professionnel apparaît un peu inadapté sur certaines structures sportives, surtout s'il n'y a qu'une équipe masculine ou féminine. Donc la FEP propose de rappeler les obligations légales incombant aux entreprises de 50 salariés et plus, et sur l'index égalité professionnelle, et de l'adapter au monde du sport, notamment sur son mode de calcul. Très bien. Il y a aussi une histoire de rotation à l'intérieur des staffs, c'est ça? Voilà. Structurer et organiser les staffs professionnels pour notamment permettre une rotation et maintenir un équilibre de vie personnelle. On le voit bien, la structuration actuelle des compétitions, les calendriers de plus en plus surchargés font que l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle est assez déséquilibré, si je peux le dire comme ça. Et donc, nous avons vu, nous, dans nos travaux, que ça pouvait être un frein pour l'engagement des femmes dans l'encadrement sportif. Donc la FEP propose de sensibiliser les structures sportives à proposer des aménagements dans l'organisation du temps de travail et de lutter contre le syndrome du présentéisme qui est encore assez fort aujourd'hui. On termine avec la formation, qui est votre domaine de prédilection à Tech 15. Là aussi, il y a des efforts à faire grâce à la FEP. Parce qu'on constate qu'aujourd'hui, les diplômes, le contenu des diplômes des entraîneurs professionnels sont très orientés vers la pratique féminine et jeune, ainsi que sur le calendrier masculin et jeune, autant pour moi. Du coup, c'est une volonté, voilà l'erreur, c'est justement d'orienter les contenus pédagogiques vers une pratique qui pourrait être aussi bien féminin, masculin et jeune. Très bien. Merci Marie. Un mot, José Ruiz, et merci d'être resté là. Par rapport au témoignage de Lauriane, comment vous avez réagi? J'étais associé aux difficultés de Lauriane depuis le début. Je n'ai pas douté une seule seconde que son président allait comprendre. Et je me suis dit que c'était quand même un exemple qu'il fallait utiliser pour faire progresser l'intérêt commun, notamment auprès de nos institutions. Ouais, on a senti quand même que ça a été une période difficile pour elle, hein, quand même. Oui, c'est vrai, mais moi j'y croyais. Très bien. Et c'est des situations qui sont appelées à se renouveler, si on réfléchit, malheureusement. Alors, Raymond Domenech est prévu, bien évidemment, en tant que président de l'UNECATEF et trésorier de la FEP également, sauf qu'il est dans une réunion à la Ligue et qu'il va faire un maximum pour nous rejoindre. En attendant, on va accueillir Sarah Mbarek, entraîneur-manager du RC Lens féminin. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu, tous ceux qui sont présents ici et tous ceux qui nous écoutent, mais quand on va sur Word et qu'on écrit le mot entraîneur, tout de suite, ça souligne une faute. Et on a même sur Internet le mot entraîneuse, qui a du mal à passer dans le langage populaire. Alors, qu'est-ce qui va sortir définitivement quand à l'académie, ils vont décider si on dit entraîneur comme on dit auteur, ou si on garde entraîneuse, ou si on garde tout simplement le mot masculin. Je ne sais pas si c'était une question pour moi du coup, mais… Non, oui, mais c'est une question pour vous, Sarah. Qu'est-ce que vous choisissez? C'est vrai que moi j'insiste vraiment pour qu'on utilise le mot entraîneur. Je trouve que ça sonne beaucoup mieux qu'entraîneuse. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas moi qui décide, mais en tout cas, quand les journalistes me posent la question ou me disent où je vois écrit entraîneuse, j'ose les reprendre. Je me gêne pas, c'est vrai. C'est vrai que entraîneuse a du mal à passer, c'est évident. Vous êtes entraîneur depuis 2007. Vous êtes passé par Guingamp, par Montpellier, et aujourd'hui vous êtes à Lens. Et chaque fois, votre équipe est adossée à une équipe masculine, bien évidemment, ce sont des clubs que l'on connaît. Hein. Est-ce que c'est plus facile de faire sa place ou pas quand on arrive dans un club aussi structuré que le sont Guingamp, Montpellier ou le RC Lens? Écoutez, je ne sais pas si c'est facile ou si j'ai une personnalité qui s'adapte assez facilement. En tout cas, c'est vrai que j'ai rarement rencontré de grandes difficultés d'intégration.
Mais c'est souvent moi qui fais le premier pas ou c'est souvent moi qui suis un petit peu plus avenante pour pouvoir m'intégrer. Mais en tout cas, jusque-là, ça s'est toujours bien passé. Et j'ai insisté pour qu'il y ait des échanges. Et c'est ce qui me plaît, moi, dans ce métier, de pouvoir partager des moments avec les autres éducateurs, les autres entraîneurs, nos vécus, nos expériences, pour pouvoir m'enrichir tout simplement. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été très, très, très comment dire, ouverte pour pouvoir échanger avec les autres entraîneurs et pouvoir partager un maximum de choses. Après 15 ans dans votre parcours d'entraîneur, il y a eu des hauts, des bas, des situations plus compliquées que d'autres à gérer. Comment vous en faites un peu le tour? Comment vous en faites un peu le bilan de ces 15 ans d'entraînement? Alors, le bilan, il est plutôt positif dans l'ensemble. Il y a eu des titres avec Montpellier, il y a eu un maintien ou une 5e place avec Guingamp et un maintien acquis à la dernière journée, dans les dernières minutes. Ça reste une émotion extraordinaire, même si ça a été une année très, très difficile et ça restera pour moi gravé très longtemps parce que du coup, c'était très dur psychologiquement. Derrière, j'ai pris une année de repos parce que ça a été dur à digérer pour ma famille également, pour mon fils, pour mon mari, donc c'était compliqué. Et puis actuellement, on est en plein développement à Lens et les choses se passent plutôt bien, on est sur le bon chemin. Donc voilà, je savoure aussi les bons moments, les victoires et puis la construction du projet qui avance. Oui, vous avez un rôle de manager un peu, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis à la tête de l'équipe première, donc je m'occupe des entraînements et de l'équipe première. Et puis, j'ai un rôle de structuration et de manager de la section féminine auprès des jeunes. Donc, on met des choses en place au fur et à mesure pour pouvoir développer la pratique chez nos jeunes et surtout former des jeunes joueuses qui auront l'ADN du club, l'amour du club et l'envie de défendre les couleurs le plus longtemps possible. Et qui pourrait devenir entraîneur. On va en reparler. Oui. Parlez-nous de la composition de votre staff de l'équipe 1. Écoutez, actuellement, j'ai un adjoint qui est un homme, qui est également entraîneur des gardiennes de but. J'ai une préparatrice athlétique qui est également joueuse, mais qui fait partie du staff, qui a une double, voire triple même casquette, puisqu'elle fait aussi du travail administratif. Et puis, j'ai un stagiaire actuellement en préparation athlétique aussi qui complète tout ça. Après, au niveau du staff médical, c'est un homme, c'est un kiné, et le médecin aussi, c'est un homme. Est-ce que vous avez décelé déjà dans votre équipe première, dans votre équipe 1, des joueuses qui sont suffisamment leaders de jeu ou leaders de vestiaire et qui pourraient devenir entraîneurs une fois qu'elles auront terminé leur carrière? Est-ce que, en clair, est-ce que vous êtes sensibilisé au fait de susciter des vocations au sein de votre staff, de votre équipe, pardon? Oui, tout à fait. Ça a toujours fait partie un petit peu de mon envie de transmettre les choses et de mes sujets d'observation. Je suis hyper focus sur ce genre de choses. J'essaie de repérer les joueuses qui ont cette passion-là, qui ont envie aussi de transmettre des choses et envie de passer leur diplôme. Donc, en effet, cette saison, j'ai 3 joueuses qui passent, 2 qui passent le BMF, une qui passe le BEF. Et on leur donne des équipes en charge. On constitue des staffs, des binômes avec un homme et une femme sur les équipes. L'année prochaine, j'aurai encore plus d'éducatrices, ça a suscité des vocations chez d'autres joueuses, chez qui pas forcément j'avais repéré un attrait pour l'entraînement. Donc, je suis très contente que ça se passe comme ça. Et l'idée, c'est, comme je viens de vous le dire, de constituer des binômes, d'avoir de la mixité dans nos encadrements. Donc, je suis contente et ça porte ses fruits. Très bien. Je reviens à la composition de votre staff. Chaque fois que vous avez changé de club, vous avez pu le construire en toute liberté? Oui, ça, c'est une chance. C'est une chance à chaque fois. J'ai eu possibilité de construire mon staff et ça m'a permis à chaque fois de rencontrer des personnes merveilleuses. J'ai en général toujours eu un adjoint et entraîneur des gardiennes qui était un homme. Et même les préparateurs athlétiques, c'est la première fois que j'ai avec moi une femme. Sinon, j'ai toujours eu des hommes. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec une femme qui était manager général à Guingamp. Sinon, c'est vrai qu'en général, mes staffs sont plutôt orientés vers les hommes. Oui, les expertises changent donc. Une préparateur physique femme, c'est nouveau pour vous donc. Ça se passe bien. Écoutez, on est dans l'échange, donc ça se passe très très bien et c'est riche parce que du coup, elle connaît très très bien la femme, le corps de la femme
et ça apporte peut-être quelque chose de supplémentaire par rapport à un préparateur physique garçon. On voit bien dans votre parcours que vous tenez à décider toute seule des choses, hein. Donc, il y a aussi, quand on est manager comme vous, il y a un problème de pouvoir, quoi. Oui, après, je ne sais pas si je décide toute seule. Je pense que je suis quand même beaucoup dans l'échange, mais j'ai des idées assez claires de ce que je veux, c'est sûr. Je suis une personne assez déterminée. Donc, voilà, je partage mes idées, mais c'est vrai que je sais ce que je veux. Donc, peut-être que j'impose des fois, c'est possible. Oui, on sent que vous êtes autodéterminé, comme on dit aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Merci Sarah, vous restez avec nous bien sûr, hein. On attend, on espère que Raymond Domenech va nous rejoindre dans quelques petits instants. Pour l'heure, on va changer de sport, on va passer au handball avec Thibaut Dagorne qui est à nos côtés et qui a, avec Marion Pellissier, porté cette conférence de presse à bout de bras. Même au plan technique, où on a frisé l'usine à gaz et puis au dernier moment, tout a marché. Deux actions auxquelles cette master et la fête tiennent beaucoup. On peut créer un poste d'entraîneur diplômé dédié à la pratique féminine dans chaque club. Oui, bonjour à toutes et tous. En effet, je crois que 38% des pratiquants sont des femmes et un certain nombre sont uniquement pratiquantes quelques journées et non pas tout au long de la saison. Donc, on pense que les pratiquantes peuvent pleinement atteindre le chiffre de 3 millions, je crois, qui avait été annoncé, 3 millions de plus de licenciés ou de pratiquantes. Mais pour cela, il est nécessaire que les clubs puissent être organisés, staffés, et afin que justement les clubs qui n'ont pas encore de section féminine ou renforcer, entre guillemets, l'activité des clubs féminins, c'est de se doter d'un véritable entraîneur, manager, qui soit en capacité de détecter, de former et aussi de fidéliser la pratique féminine. Donc, nous suscitons à travers l'ensemble des organismes publics, territoriaux, l'ANS, pourquoi pas, de flécher pleinement cette structuration de ces clubs. Et ensuite, il y a ce fameux calendrier du sport féminin qui, pour la formation, n'est pas forcément adapté parce que c'est le calendrier masculin qui prend un peu le pas dans la formation. Expliquez-nous la problématique. Alors, c'est que Marie connaît bien. Marie connaît bien et c'est un peu en miroir de ce qu'a dit Marie tout à l'heure, plutôt sur le contenu vis-à-vis de Marie. Et là, on est plutôt sur la capacité de calendrier. On sait bien que le calendrier dans une discipline est différent entre les compétitions masculines et féminines, notamment parce que les compétitions internationales ne sont jamais positionnées au même moment. C'est le cas pour le tournoi Destination demain, je crois qu'il est positionné au mois d'avril pour les filles. Et donc, évidemment, les compétitions de club s'adaptent à ces espaces internationaux. Et malheureusement, autant on arrive à adapter le rythme des compétitions par rapport à ces compétitions internationales, autant malheureusement, le calendrier des formations est souvent, trop souvent, calqué sur celui des hommes. Et donc, nous souhaitons alerter, inciter, insuffler aux fédérations qu'elles prennent un peu plus en compte la capacité justement d'intégrer à le calendrier des compétitions femmes, ce qui permet justement peut-être aux hommes de découvrir des compétitions féminines, pour l'instant ce n'est pas forcément toujours le cas, et surtout aux professionnels du secteur féminin de découvrir d'autres compétitions que les leurs. Quand on connaît l'importance de la formation, José Ruiz, Marie aussi, la question vaut à tous les trois. Comment la FEP va s'organiser pour régler ce problème qui risque de bloquer à un moment, et qui bloque déjà sûrement? Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut frapper à la porte de toutes les fédérations? Il faut alerter le ministère? Comment ça fonctionne? C'était la question piège qui m'était réservée, si je comprends bien. Non, elle n'est pas piège. Non, c'est très compliqué parce que je pense qu'effectivement, déjà, il y a une audit à faire et il faut convaincre derrière. Au niveau du basket, je pense qu'on commence à avoir des bonnes relations avec nos institutions pour faire comprendre qu'il doit y avoir une cohérence de l'ensemble des événements, des compétitions, des formations, des disponibilités, etc. Ce n'est pas toujours le cas parce que souvent les organisations répondent à des disponibilités d'intervenants plus qu'autre chose. Donc, le chemin va être long. Il est essentiellement orienté vers les institutions
Mais je pense que nous devons aussi entrevoir la possibilité à notre niveau d'avoir des actions de formation spécifiques que nous pourrons nous-mêmes planifier et diriger. On a commencé à le faire à notre niveau, on en est plutôt satisfait. Je dirais que c'est un point d'étape. Ouais. On verra avec Thierry Anti tout à l'heure ce qu'il nous dit sur le sujet. Et Marie, en ce qui concerne le rugby, est-ce que entre la fédération et la formation que tu as 15 pouces aussi, par l'intermédiaire de l'IFER, est-ce que ça arrive à coller un peu? Oui, parce qu'on n'est pas sur les mêmes sujets. La fédération est plus sur une formation initiale et nous sommes plus sur une formation continue en fait. Où là, on cherche plus à faire du développement de compétences des entraîneurs qui sont potentiellement déjà en poste. Thibaut? Oui, juste un mot. Je trouve que la FEP a sa richesse, et c'est vrai qu'on la présente aujourd'hui, comme l'a dit José, un travail depuis 2009. Elle a aussi cette richesse, c'est que nous sommes 5 sports différents, 5 sports collectifs, très mixtes, et je pense que ça peut être une énorme capacité à rassembler ces professionnels qui, malheureusement, lorsqu'on est dans un silo disciplinaire, on est dans un silo disciplinaire et on apprend éventuellement l'ensemble de la relation à la discipline. Je pense que la FEP a un enjeu et on fera confiance à notre président pour pouvoir nous guider jusqu'à ce que ces formations nourrissent un catalogue 2023. Très bien. On va passer à la première table ronde avec, alors, nous avons Thierry Anti qui se trouve en visio, nous avons également Marie-Laure Lafargue qui est en visio également, mais sont présents aujourd'hui avec nous Franck Leclerc qui représente la FNAS et à qui je demande de nous rejoindre. On va peut-être laisser Marie et Thibaut, on va peut-être laisser la place, on va voir, peut-être José que en tant que président, vous restez là sur le fauteuil jusqu'à la fin. Hein. Didier Nougro et Pierre Prado, bien sûr, pour le hand. Thierry Anti, vous nous entendez? Je vous entends très bien depuis le début. Parfaitement. Et Marie-Laure Lafargue, on ne dit pas trop de bêtises, donc ça va. Non, mais c'est un sujet toujours intéressant, sinon je ne serais pas là. Sinon, vous ne serez pas là. Marie-Laure Lafargue, bonjour. Bonjour. Bon, je crois que nous avons tout le monde. Et voilà. Thierry Anti, c'est pour vous la première question. Il y a quasiment un an, pas jour pour jour, mais presque, vous signez la convention collective professionnelle du hand féminin. Est-ce qu'en un an, vous êtes en capacité aujourd'hui déjà de mesurer des progrès? Écoutez, si je dois revenir sur cet événement, qui est un événement quand même très important pour le sport féminin, hein, cette convention collective, ça a été surtout une belle victoire. Donc, si j'emploie le mot victoire, c'est surtout parce que ça a été dur, ça a été compliqué, ça a été long. Donc, il y a déjà un certain temps où la fédération nous avait demandé de nous occuper un peu plus, je dirais, du secteur féminin, puisqu'il faut savoir que dans le handball, le secteur féminin dépend encore de la fédération, là où chez les garçons, on a une ligue professionnelle indépendante ou autonome en partie. Donc, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, c'est une très belle victoire. Je crois qu'on sait qu'à cause des problèmes économiques qu'il y a eu, notamment avec le Covid et tout, la convention va effectivement rentrer qu'en juillet 2022. Mais c'est une avancée considérable, la reconnaissance d'un statut du sport féminin. Il y a aussi, bien sûr, question des problèmes de maternité et autres. Je crois que c'était il y a un an, donc on a signé à l'Hôtel de Ville de Paris avec comme marraine Marie-Georges Buffet. Et c'est pour nous déjà un anniversaire d'un an, même si ça va rentrer effectivement, je le dis bien, dans les fêtes et dans les obligations, je dirais qu'à partir de juillet 2022. Mais le fait que ça devienne, entre guillemets, des obligations, c'est un mot qui est un peu fort. Mais ça veut dire simplement que ça ne sera plus jamais comme avant. En tant que présidente de cette master, comment vous voyez la relation avec la FEP? Qu'est-ce que vous attendez de la FEP, en fait? Mais la FEP, c'est très important de pouvoir se rendre compte que dans les autres sports collectifs, que ce soit le football, le rugby, le basket, le volley et bien sûr le handball, le sujet du sport féminin, finalement, il est le même. Nous, au début, je dirais à cette master, on n'était pas fiers parce qu'on s'est beaucoup occupé du handball masculin, il faut le dire parce que c'est vrai qu'on avait une ligue autonome. Et puis après, notre vision, elle a changé. Et ce n'est pas seulement parce que le sujet est d'actualité.
Nous, on s'est déjà investi avant et au travers des échanges aussi avec la FEP qui est pour nous une force encore plus importante pour faire bouger les choses. Et c'est très important pour nous, quand je dis nous, c'est-à-dire cette master, de faire partie de cette FEP et d'échanger avec l'UNICATEF, avec Tech15, avec le syndicat des coachs de basket, avec le volley. Et je crois que le chemin est encore long, parce que très honnêtement, le fossé, il existe toujours. Et que je crois qu'avec la FEP, on va tout faire pour qu'à un moment donné, on ne puisse pas constater que quelque part, c'est anormal qu'il n'y ait pas plus de femmes dans ce métier d'entraîneur. Et je crois que c'est notre objectif d'arriver à modifier cet état de fait. Merci Thierry, vous restez avec nous. Marie-Laure Lafargue, présidente de l'Union des clubs de la Ligue féminine de basket et puis de Land Basket aussi, championne de France en titre. Vous partagez le point de vue de Thierry Anti. Vous pensez que la FEP peut être une force de proposition? Oui, la FEP, parce que de toute manière, la seule façon d'y arriver, c'est que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient entraîneurs, joueuses aussi, c'est important, et clubs et fédérations se mettent autour de la table. Personne d'autre que les acteurs ne peut porter correctement ce sujet dans toute sa complexité. On a évoqué des questions sociales aujourd'hui, il y a des questions de médias qui vont intervenir aussi, il y a des tas de formations, enfin, il y a des tas de questions qui sont là. Donc évidemment, la FEP, le rôle des acteurs, des joueuses, oui, et des entraîneurs est essentiel. Vous êtes à la tête d'un club 100% féminin? Oui, qui se vend comme tel en tout cas, puisqu'il a été effectivement créé dans cet esprit de valoriser le basket féminin, et qu'il se trouve que désormais, au-delà de n'avoir que des filières féminines de l'école de basket à l'élite professionnelle et au centre de formation, il se trouve que depuis quelques années, il est dirigé sur le plan institutionnel par une femme, dirigé sur le banc de touche par la seule coach désormais de Ligue féminine de basket, en l'occurrence Julie Barren, une assistante elle aussi féminine, et évidemment une équipe féminine. Alors évidemment, nous sommes beaucoup plus dans la mixité que cette figure de proue-là. Hein. Le centre de formation est dirigé par des hommes, on a un assistant masculin aussi, des préparateurs physiques et des staffs médicaux masculins, mais disons que l'animation et les figures du pro du club sont effectivement 100% féminines. Et Céline Dumerc, quand elle se décidera à prendre sa retraite, elle prendra le relais sur le bord de la touche? Il paraît qu'elle est immortelle, donc je ne sais pas si elle prendra sa retraite, mais en tout état de cause, je crois qu'elle a tous les arguments pour continuer à s'investir dans ce sport d'une autre façon, et sans doute pas très loin du terrain. Mais pour l'instant, il me semble qu'elle est une joueuse encore bien en vert, malgré ses 40 ans. Deux autres présidentes à la tête de clubs de première division de Pro A, c'est Lyon et Bourges aussi. Vous échangez avec vos collègues de Lyon et de Bourges? Alors, on plaisante parfois de ça parce qu'on s'aperçoit qu'on est les 3 premiers clubs du classement. Donc, on en a déduit et on se prévaut volontiers du fait que ce leadership produit de bons résultats. C'est la plaisanterie, mais effectivement, nous ne sommes que 3, mais pour ce qui est de Basketland, on est en Ligue féminine depuis 2008. En 2008, il n'y avait aucune femme dans les présidentes de clubs de Ligue féminine. Donc, voilà, je suis convaincu qu'on aura vraiment réussi quand on sera plus nombreuses, ou quand quelques femmes et plus de femmes seront aussi à la tête de clubs masculins, mais ça, c'est un autre combat. Et qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apporter en tant que femme dans un club? Bon, je crois que c'est une question compliquée, je crois qu'on a une forme de militantisme, hein, malgré tout, derrière tout ça, sûrement un peu de militantisme pour promouvoir nos qualités, mais on est avant tout là pour nos compétences. Donc, l'idée, c'est vraiment de démontrer que c'est un champ de possible. Je crois que dans le rapport de la FEP, il est question d'exemples et de modèles. Et je crois que c'est important, au-delà du sport, que de pouvoir montrer que dans toute entreprise, ces compétences féminines peuvent être source de performance, de réussite et donc de promotion. Donc, je crois que c'est surtout ça qu'on peut générer, de l'exemplarité et du modèle. Très bien. Et la FEP, dans ce domaine, peut vous aider à aller encore plus loin? J'espère, enfin, tous ces sujets qui ont été évoqués déjà depuis tout à l'heure, hein, les sujets de formation, les sujets de facilité d'accès aux filières de formation pour les femmes, ce qui vient d'être évoqué sur les calendriers
est terrible. La coïncidence des calendriers nationaux et internationaux, le positionnement des fenêtres de formation sur des fenêtres disponibles pour les hommes et pas pour les femmes. Enfin, ces sujets-là, on les partage. Et le fait qu'on les partage à plusieurs dans ce cadre un peu fédéré ne sera que mieux parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et vous gardez ce rôle de militante quand même. Toujours un petit peu, oui. Très bien, restez avec nous, Marie-Laure. Je me rapproche de Didier Noureau, qui est juste à côté, président de Tech 15, avec vous aussi, Didier, des objectifs assez précis en ce qui concerne la professionnalisation et la valorisation de l'encadrement. Vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Mais, parlez un peu plus fort, Didier. Oui. Mais en effet, chaque pratique sportive est un petit peu différente dans sa structuration, dans la vitesse à laquelle elle va par rapport à la professionnalisation. Et pour nous, en effet, à Tech 15, l'idée générale, c'est de permettre à la pratique féminine d'être au même niveau, on va dire, statutaire, au même niveau de professionnalisation que l'élite masculine. L'idée, c'est ça. Au niveau fédéral, il faut que l'élite masculine et l'élite féminine soient exactement dans la même structuration, dans la même manière d'avancer. Et ça, c'est un des combats qu'on essaye de mener avec Tech 15, mais avec la fédération, bien sûr. Et voilà, on est vraiment dans ce processus-là. Avec la fédé, hein, bien sûr. On sait que le sport, que l'élite féminine n'est pas professionnelle encore. Non. Est-ce que c'est d'une certaine façon la préparer à passer ce cap-là? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'au fur et à mesure, on puisse, en effet, on parlait de formation. Il faut absolument qu'en effet, ça passe par la formation. Thierry Anti parlait de fossé. Il faut que ce fossé, au fur et à mesure, on arrive à le diminuer de manière, et ça passera par la formation des coachs, mais ça passera aussi, ce qui était dit tout à l'heure, par l'investissement des joueurs et des joueuses, des syndicats de joueurs et de joueuses, de manière à ce qu'on puisse avancer ensemble vers, en effet, une uniformisation de l'élite. La Fédération française de rugby vous écoute dans ce domaine? Oui, tout à fait. Il y a une très bonne écoute. Et voilà, c'est des sujets qui sont sur la table, sur lesquels on est en train de travailler. Ça va avancer. En termes de calendrier, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la saison prochaine, ça va être acté? Alors, l'idée? vous savez très bien que le calendrier politique et le calendrier sportif n'est pas toujours le même. Voilà, c'est comme ça. Dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. Donc, on travaille dessus. On ne peut pas donner de date aujourd'hui, mais ce sont des sujets qui sont discutés lors des commissions aujourd'hui, que ce soit dans les commissions féminines, commissions masculines ou commissions mixtes. Donc, c'est quelque chose qui va avancer. On ne peut pas vous donner de date, malheureusement, mais je pense que d'ici une saison, 2 saisons, ça devrait arriver. Et comment les entraîneurs du rugby féminin et les responsables dans les clubs vivent? Ils vous poussent, ils demandent quand ça va arriver? Est-ce qu'il y a de la pression de ce côté-là? Il n'y a pas une réelle pression. La vraie pression, elle est au niveau du développement des compétences. L'idée, c'est que voilà, il faut que, si on est compétent, il faut qu'on puisse accéder de toute manière à un niveau de responsabilité. Voilà, et que ce soit homme ou femme, ou pour l'entraînement des équipes masculines, des équipes féminines, etc. Ça ne pose pas de problème. Donc, en fait, on va dire que la pression, elle est plus sur le niveau de compétence de manière à professionnaliser et de manière à faire évoluer qualitativement nos sports. Très bien. Qu'ils soient masculins ou féminins. On prendra l'exemple de Gaëlle Mignot tout à l'heure, parce que c'est un exemple qui est assez intéressant. Elle ne peut pas être avec nous, mais elle est à l'entraînement. Elle est à l'entraînement de Montpellier. C'est plutôt top. C'est l'ancienne capitaine du 15 de France féminin qui a décidé de basculer dans l'entraînement, et on lui a confié les espoirs garçons du MHR, Montpellier Rugby, et du coup, elle entraîne aussi le secteur de la touche pour les professionnels. C'est dire, c'est Philippe Saint-André qui l'a donc accueilli. Franck Leclerc, la FEP travaille pour la professionnalisation du sport féminin et la valorisation de son encadrement, mais à la FNAS aussi, à la Fédération nationale des associations et des syndicats sportifs. Quel est votre axe de travail? Tout ce qu'on vient de dire là, vous l'avez déjà anticipé? Anticipé, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on a peut-être la chance, c'est que nous, la concurrence, elle est de manière foncièrement différente, puisque
une compétition féminine se jouera avec des femmes. Donc, je peux déjà dire qu'au moins, à l'issue de la saison, l'ensemble des compétitions élites féminines, ce sera des femmes qui seront championnes de France. Peut-être pas dans les staffs, mais au moins, ça, c'est quelque chose d'à peu près assuré. La vraie interrogation, je pense qu'on s'est posé les questions un peu au même moment, même si donc la FNAS est composée exclusivement de syndicats ou d'associations de sportifs et de sportives. Et donc, depuis un certain nombre d'années, les différents syndicats ont accueilli les femmes au sein des différents syndicats, que ce soit le syndicat du football à travers l'UNFP, le syndicat du handball à travers la JPH, le SMB basket. Parce qu'on a toujours vu qu'une professionnalisation existait et donc il y avait un besoin de conseils, d'aide et de défense des intérêts de ce type de salariés. La crise sanitaire, elle a, je dirais, exacerbé réellement cette problématique-là. Puisque, comme c'est évoqué par tout le monde, on n'a pas officiellement de championnat dit professionnel, au sens, on va dire, du code du sport appartenant à une ligue pro autonome. On va en discuter, de l'autonomie quand même, mais soi-disant autonome. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation un peu complexe parce que là, des gens ont commencé à vouloir pousser, des présidents, des présidentes de clubs, dire « Non, mais nous aussi, on paye des joueuses, on veut jouer ». Et d'un seul coup, le système fédéral qui a la gestion de ce type de compétition s'est retrouvé dans une situation un peu complexe. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, du coup, certaines compétitions ont été poussées. Et donc là, on a eu des retours, puisque si globalement, les sportifs professionnels ont pu bénéficier, notamment de ce qu'on appelle le chômage partiel, grâce à des contrats de travail très clairement réalisés, pas vrai dans toutes les divisions, mais globalement dans les divisions d'élite, plutôt le cas. Chez les féminines, on s'est rendu compte qu'il y avait des manières de rétribuer les joueuses qui étaient, on va dire, à la marge. Et donc là, forcément, l'inquiétude a vraiment, je dirais, explosé et la demande s'est accentuée de la part des joueuses. Donc la FNAS a vraiment décidé de pouvoir mettre en place, on va dire, un espace d'échange dans un premier temps et de collaboration entre des joueuses professionnelles. Très bien. Merci Franck Leclerc. On a commencé par le handball tout à l'heure. On va revenir au handball avec Pierre Prado, directeur de l'Union des clubs professionnels du hand féminin. Alors, si j'ai bien compris, Thierry Anti, la convention collective, elle n'est pas encore appliquée. Elle va l'être, c'est ça? Alors, en fait, il y a des dispositions qui sont déjà appliquées. Qui sont déjà d'autres, appliquées. du coup, qui vont rentrer en application un peu plus tard. Et ce dont parlait Thierry Anti tout à l'heure, c'est notamment la question de la rémunération. Parce que cette convention collective, on aurait pu la signer encore un an plus tôt, s'il n'y avait pas eu la crise du Covid. Et en fait, forcément, à gérer les urgences de la crise Covid, du coup, au quotidien, ce sujet-là était devenu un peu secondaire. Mais à un moment, on s'est réunis, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on signe et qu'on avance quand même. Et on a notamment acté certaines mesures comme la prévoyance, qui prévoit le maintien de salaire, du coup, notamment pour les joueuses qui aujourd'hui tombent enceintes. Et on s'est dit qu'il y avait des dispositions qu'il fallait absolument qu'ils entrent en vigueur, quel que soit le contexte. Mais par contre, sur les minima de rémunération, qui était quand même un point important de cet accord, on avait décidé du coup sur ce point-là de différer l'entrée en vigueur pour attendre de voir quelle était la réelle situation économique des clubs post-crise Covid. Est-ce que vous avez le sentiment que cette convention collective unit totalement tous les acteurs du hand féminin aujourd'hui? En fait, c'est vrai que comme disait Thierry tout à l'heure, ça a été long, mais parce qu'il a fallu créer cette unité du coup, pour pouvoir arriver à la signature. Alors, il y a une unité entre les acteurs, mais il y a aussi une unité entre les clubs qu'on n'avait pas au départ. Et aujourd'hui, faire adhérer l'ensemble des clubs dans cette démarche, ça veut dire qu'il fallait absolument réussir à convaincre tout le monde du bien fondé de cette démarche. Nous, on a 14 clubs du coup, qui sont signataires de cette convention collective par le biais de l'Union des clubs. Il fallait convaincre les 14 clubs parce qu'il fallait absolument que tout le monde soit dans le même état d'esprit. Donc ça prend du temps. L'Union des clubs, c'est une structure qui est assez récente. Donc aujourd'hui, je dirais que ça vient plutôt consacrer cette unité qui existait déjà auparavant entre les acteurs et qui fait que maintenant, on avance main dans la main sur plein de sujets. Et systématiquement, on se rend compte que le dialogue social et ce dialogue du coup entre
les représentants des clubs, des joueuses et des entraîneurs. Il est fondamental sur le développement du sport de manière générale, mais en particulier sur le sport féminin, parce qu'il y a tellement de spécificités dont il faut tenir compte aujourd'hui pour réussir à faire en sorte que la dynamique sport féminin prenne, que c'est essentiel. Il y a des problématiques qui émergent plus que d'autres, dans le hand féminin, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des problématiques pas forcément. En fait, moi, je reste persuadé qu'on est sur les mêmes problématiques qui se sont posées dans le développement du sport masculin il y a quelques années. Simplement, on arrive souvent avec un temps de retard parce que, ça a été dit aussi tout à l'heure, on a consacré beaucoup d'énergie à l'émergence de ligues professionnelles du coup, dans le secteur masculin. Aujourd'hui, ça arrive dans le sport féminin. On voit qu'il y a des sujets en lien avec les fédérations. Qui va faire quoi? Quel est le rôle de chacun dans cette organisation? Est-ce que le sport professionnel féminin est viable? Est-ce qu'il faut continuer du coup à le soutenir publiquement et donc par des fonds publics massivement, ou est-ce qu'il y a une réelle économie? Il y a des incertitudes qui sont liées à ça. Nous, ce qu'on essaye de faire de manière très humble, c'est de dire déjà, essayons de pérenniser les clubs professionnels, essayons du coup de structurer les clubs professionnels et de faire en sorte qu'on se rende compte que finalement, dans des clubs professionnels féminins, ça tourne aussi bien que dans des clubs professionnels masculins. Et on a besoin du coup de prouver qu'on est crédible. Et c'est ce qu'on essaye de faire de manière très humble au niveau des clubs, en lien avec les représentants des joueuses et des entraîneurs. Alors, il y a une question qui me vient. Elle n'est pas piège, enfin, elle ne se veut pas piège en tout cas. Quand on se compare aux autres nations, je pense en particulier aux pays du Nord, à la Suède, au Danemark, à la Finlande, à l'Angleterre, est-ce que, la question vaut pour José, pour Franck, pour tout le monde, quand on se compare, est-ce qu'on est encore en retard, comme on l'est souvent en France, ou est-ce que c'est normal et ça marche aussi bien que dans d'autres pays? Je vais dire un petit mot très rapide avant de laisser la parole aux autres, mais moi, je pense que chaque nation a ses particularités, et notamment chaque nation a ses manières de penser, ses manières de faire qui peuvent être différentes. Aujourd'hui, quand on se compare aux autres, il faut être très prudent, parce que qu'est-ce qu'on compare, déjà, la première chose. Et si l'encadrement féminin, par exemple. Sur l'encadrement féminin, ça dépend aussi beaucoup des cultures. Et donc, en fait, moi, je pense que des fois, on peut être en retard culturellement sur certaines choses. On va l'évoquer tout à l'heure. Et en avance sur d'autres. À nous de combler un peu ces retards. Moi, je pense que ce qu'on a réussi à faire dans le handball féminin, en réussissant à mettre tous les clubs professionnels dans cette culture, de dire on se développe en prenant en considération les conditions de travail de nos salariés et les conditions du coup de fonctionnement au niveau des joueuses et des entraîneurs, c'est une culture qu'il y avait chez certains et qu'il n'y avait pas chez d'autres. Et on a besoin, en fait, par le biais d'organisations comme la nôtre, de réussir à faire passer ces messages pour faire en sorte que finalement ça devienne évident. Et aujourd'hui, nous, pour boucler la boucle avec la signature de la convention collective, c'est une évidence. Ça ne l'était pas chez certains il y a quelques années. Maintenant, c'est devenu une évidence. José, un mot là-dessus? Écoutez, je pense que chaque pays a une organisation législative et juridique propre, donc il faut tenir compte de ça. Le Nord, je ne vous en parlerai pas, je peux vous parler du Sud. En Espagne, il existe un syndicat des entraîneurs depuis 2 ans seulement. Par contre, depuis très très longtemps, depuis 1978, je pense, il y avait une association d'entraîneurs. Alors, ils ont beaucoup moins que nous développé l'aspect social des métiers de la profession. Par contre, ils ont beaucoup plus développé la technicité, la recherche et les compétences d'exercice du métier. Voilà, c'est ce que, modestement, je peux vous dire, j'en sais pas plus, mais on ambitionne un jour ou l'autre quand même d'avoir, avec un peu plus de temps, d'avoir des relations plus resserrées avec eux. D'accord. Franck, un mot sur le sujet? Très vite. Ils l'ont dit, ça dépend réellement de la culture. Ce qui est toujours étonnant en France, on n'est forcément pas satisfait de ce qu'on a, mais on a un périmètre d'ouverture qui est beaucoup plus grand. On se rend compte que les sports de salle sont globalement en Europe, féminin je parle, plutôt professionnalisés, développés, mais avec des niveaux sociaux forcément totalement différents. Vous prenez les sports, je dirais, d'aires de jeu extérieures, foot et rugby, qui chez nous ont une économie plus importante,
sont globalement, même en Europe, voire même dans le monde, beaucoup moins développés. Même si là, dernièrement, on voit bien que dans le foot, certains pays, on va dire limitrophes, les Anglais, les Espagnols, sont en train vraiment d'avancer, mais le foot français va forcément accélérer très très vite. Le rugby, la professionnalisation dans le rugby de clubs, in fine, elle n'existe pas. Par contre, je crois, mais elle est en marche. Mais je crois que par l'intermédiaire de la fédération, elle existe depuis déjà 3 ans, ce qui est une avancée notable pour cette discipline, parce qu'on aime souvent la référence qui sont la Nouvelle-Zélande et les All Blacks. Les Black Ferns, je peux vous dire, de quoi ils vivent, zéro. Ils vivent de rien. Et donc là, ils viennent, parce que les résultats ne sont pas bons, ils viennent de lancer des contrats pour cette équipe nationale. Donc, on a raison d'être en colère, quelque part, parce qu'on est des syndicats et des représentants de salariés, donc il faut qu'on se batte pour améliorer les conditions. Mais sur un périmètre assez large, on n'est pas forcément en retard. Après, il faut voir au niveau disciplinaire. Très bien. Merci. On va attaquer la dernière table ronde parce que le chronomètre tourne. Marion, je fais un aparté. David Courtex, c'est possible ou pas? C'est possible? Alors, tout le monde est en visio et Olivier Echouafny, Florence Sauval pour le handball, Magali Magaï pour le volley et David Courtex, qui a dû partir en stage précipitamment, nous a enregistré une vidéo que nous allons pouvoir écouter. Sur le numérique. On a un petit souci de son ou pas? D'accord. Donc, moi, pendant ce temps, ça y est, il y a de l'écho. Et il faut que je vous dise que j'ai oublié de souhaiter la bienvenue à Bisport, rien que ça, qui est une plateforme de diffusion et qui est en train de retransmettre l'intégralité de cette conférence de presse. On peut y aller. Alors, on l'écoute. Les filles que j'ai la chance d'entraîner depuis 13 ans, ça a été la même chose qu'avec tous les groupes. Beaucoup d'enrichissement au plan humain, le plaisir de partager un projet, de partager une passion, le rugby. Et encore une fois, je ne vois pas d'énormes différences entre les genres. J'ai du mal à raisonner comme ça. Hein. La nature nous a certes donné d'un genre pour perpétuer l'espèce. En dehors de ça, je ne vois que des individus tous différents, tous riches. Chacun à leur façon. Donc, de ce point de vue-là, pas de différence notable. Après, peut-être une fraîcheur un petit peu particulière, un enthousiasme un petit peu spécial dans la mesure où je crois que pour être une fille et jouer à un sport qui a longtemps été considéré comme étant une activité réservée aux garçons, il faut sans doute avoir une détermination un petit peu hors du commun, avoir une passion extrêmement intacte, extrêmement, saine ou naturelle. Voilà, en dehors de ça, rien de particulier, si ce n'est encore une fois les plaisirs d'enseigner la discipline et de partager un objectif avec un certain nombre de jeunes adultes. Plusieurs d'entre elles ont d'ores et déjà entamé des formations, ce qui est le signe d'un intérêt, encore une fois, à l'entraînement et à l'enseignement, à la pédagogie de la discipline. Jade, Marjorie, Montse, pour ne citer qu'elle, Charlotte Torres, montrent de réelles aptitudes dans le domaine. Hein. Elles participent de temps en temps à l'élaboration des entraînements. Elles sont de toute façon associées au contenu assez régulièrement. Je pense qu'il y en a qui ont du talent, il y en a d'autres qui s'ignorent, sans doute. J'ose espérer que la façon dont nous nous entraînons leur donne aussi un petit peu envie de s'investir dans tout ça. Une chose est certaine, c'est qu'il y a beaucoup des filles qui sont passées par ce projet, qui s'intéressent de façon très attentive au rugby, à la façon dont on y joue, au sens qu'on donne aux entraînements, et ça c'est toujours le signe du fait qu'il y a quelque chose au fond d'elles qui les démange entre guillemets pour devenir un jour entraîneur, éducatrice. Chloé Pell et Doriane Constanti ont il y a peu poussé la porte de l'arbitrage. Je crois que ce qui est très encourageant, c'est qu'on a effectivement dans ce groupe beaucoup d'athlètes qui seront amenés plus tard à prendre des responsabilités dans le rugby et puis j'espère plus largement dans la vie, y compris en tant que dirigeante, peut-être que politique,
tant mieux, hein, c'est comme ça que depuis des années, le rugby vit et survit, et il est très bon signe que la discipline se démocratise et qu'elle fasse une place totale aux femmes qui doivent aussi prendre dans notre discipline une place équitable. Voilà, David Courtex, sélectionneur de l'équipe de France féminine à 7, qui a ramené des derniers JO une médaille d'argent dans la discipline, vous le savez. Avec nous, donc, Olivier Chouafny, Florence Sauval et Magali Magaille. Olivier Chouafny, je commence avec vous. Là, on est à Toulouse, là. Vous êtes en visio. Oui. Vous avez été entraîneur de l'équipe de France féminine de football et du Paris Saint-Germain féminin entre 2016 et 2021. Je ne me trompe pas? C'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience, enfin de ce passage? C'est comme l'ont dit certains entraîneurs, je pense que des émotions, beaucoup d'émotions, et puis certaines aussi particularités que j'avais peut-être oubliées, puisque moi quand j'ai arrêté ma carrière en 2010, donc je me suis occupé des jeunes de la formation à l'OGC Nice. Ensuite, je suis passé du côté d'Amiens en national, et après Sochaux en Ligue 2. Donc tout ça avec les garçons avant de basculer chez les filles. Donc pour moi, c'était à la fois une nouveauté et puis quelque chose d'un petit peu différent dans l'approche. Mais malgré tout, je garde, et j'espère bien sûr dans la poursuite de ma carrière, que d'excellents souvenirs à tous les niveaux, quoi. À tous les niveaux, rien que sur une spécificité qui se perd vraiment beaucoup chez les garçons, c'est cette notion de discipline et de rigueur au quotidien, et cette motivation et ce mental à toute épreuve à partir du moment où on leur a expliqué les choses. Ce sont des athlètes de haut niveau. Je dis bien des athlètes de haut niveau parce que quelquefois, je pense qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre à l'évidence qu'on a affaire à des vrais athlètes qui ont envie d'aller très, très loin. Oui, cela dit, quand on a préparé cette conférence de presse ensemble au téléphone, Olivier, vous avez été assez négatif quand même envers le sport féminin. Vous me dites que la France est à la traîne dans le sport professionnel féminin par rapport à plusieurs pays européens. Peu de moyens, des structures insuffisantes. Seuls quelques clubs comme PSG, Bordeaux, Montpellier et Lyon, pour ne citer que les structures suffisantes. Vous ajoutez même le statut de la joueuse est encore flou. Oui, exactement. Mais Sarah, qui est avec nous aussi, pourra peut-être rebondir dessus parce que ça, c'est un constat. Alors, bien sûr, je viens du monde professionnel des garçons et quand je vois ce qui se passe chez les filles aujourd'hui, je me dis qu'il faut absolument changer tout ça. Tout à l'heure, vous parliez de l'Espagne, de l'Angleterre, notamment sur la concurrence. Vous rajoutez à ça l'Italie. Ils vont tous devenir professionnels et avec des moyens financiers importants. L'Angleterre, par exemple, il y a des droits télé aujourd'hui qui représentent 1 ou 2% de ce qui est donné aux garçons, et c'est à peu près 35 millions d'euros, là où en France, au niveau médiatique et au niveau de la télé, on est à hauteur de 1 million d'euros, quoi. Donc, imaginez la différence. On va avoir un exode certainement des meilleures joueuses françaises vers l'étranger. Alors certes, elles vont apprendre aussi, mais aujourd'hui en France, ce qui se passe, il n'y a que quelques clubs qui sont bien structurés au niveau de l'entraînement. Quand on voit aujourd'hui les structures, quand on voit les stades là où jouent les filles, sincèrement, je pense qu'il faut améliorer tout ça. Et quant au staff, il mériterait aussi plus de mixité, selon vous, plus de sensibilité féminine, davantage d'équilibre? Oui, complètement. Quand moi j'ai pris mon poste de sélectionneur en équipe de France, c'était pour moi une priorité d'avoir dans mon staff. Alors Sarah, tout à l'heure, parlait d'avoir la chance de pouvoir constituer son staff. Ouais, c'est une véritable chance de pouvoir le faire. Et quelquefois, les présidents ne sont pas assez à l'écoute par rapport à tout ça. Et moi, ma première motivation, c'était d'avoir un équilibre au niveau de mon staff. Pour la simple et bonne raison, c'est que il y a une sensibilité, une émotion, des compétences qui font qu'il y a certaines choses que nous, hommes, garçons, on n'a pas peut-être forcément. Et donc, pour moi, c'était une priorité d'avoir dans mon staff des personnes féminines. Et donc, mon adjointe était Peggy Provost, ancienne internationale française.
Au niveau du médical, il y avait 2 kinés femmes, dont une ostéopathe. Et puis, j'avais mon attaché de presse. Voilà, j'avais à peu près 4-5 personnes sur les 15 que je pouvais gérer au quotidien. Très bien. Restez avec nous, Olivier. On va parler handball, on va revenir au handball avec Florence Sauval, coach depuis 20 ans. Bonjour Florence. Bonjour. Voilà, très bien. Vous dites comme Olivier, comme beaucoup de monde, que c'est une question d'équilibre et de complémentarité à l'intérieur d'un staff que d'avoir des hommes et des femmes également. Oui, ça fait partie un peu de mon ADN et c'est important d'avoir cet équilibre-là. Je rejoins un peu les propos de mon prédécesseur. On n'a pas forcément les mêmes sensibilités, les mêmes idées, les mêmes perceptions, les mêmes émotions. Donc, le fait d'avoir cette mixité dans un staff, ça permet d'avoir un certain équilibre et complémentarité. Je mets en avant surtout les compétences. L'objectif, c'est de faire émerger chez nos athlètes le meilleur. Donc, avoir cette diversité est importante dans un staff. Coach depuis 20 ans quand même. Oui, on dure dans l'activité, qui n'est pas facile, mais oui, ça fait 20 ans, voire plus, puisque j'ai été joueuse auparavant, donc ça fait une 40aine d'années que je suis dans l'activité. Mais en 20 ans, en tant qu'entraîneur, est-ce que vous avez vu les choses évoluer un petit peu? Parlez-nous de votre staff, par exemple. Oui, à l'époque, on n'avait pas tout ce staff, donc on était plutôt à gérer seul l'activité, mais il y avait peut-être moins d'enjeux. On était peut-être plus sur la notion de projet. Aujourd'hui, on est plus sur la notion de résultat. Le fait que l'activité se professionnalise aussi, ça a amené effectivement à gonfler les staffs et surtout à amener des compétences dont nous ne sommes pas aptes à apporter. La préparation physique, c'est un réel métier. La préparation mentale, c'est un réel métier. Le staff médical aussi. L'intensité, l'activité fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'être entouré. Est-ce qu'il faut militer pour la parité homme-femme au sein d'un staff? Ou est-ce que c'est la compétence qui doit quand même prévaloir? Non, je pense que, je ne milite pas pour avoir la mixité, mais le plus important, c'est ce que chacun peut apporter dans un staff. Je mets en avant quand même les compétences. Donc, qu'on soit homme ou femme, l'objectif, c'est d'amener un groupe à l'excellence et chaque athlète à faire émerger leurs compétences. C'est un métier où il y a beaucoup de pression au niveau du résultat, on le sait. C'est un métier qui est très stressant. Est-ce que dans ce contexte du sport professionnel stressant, il peut y avoir une difficulté plus importante pour les femmes? Je pense que de susciter des vocations. On sait que je pense que la pression, elle est pour chaque individu et la même, puisqu'il y a des notions de résultat. Pour nous, peut-être les femmes, transmettre ces valeurs de pouvoir entraîner. Je pense que la notion d'instabilité rentre beaucoup en compte. On perçoit, il y a très peu de femmes qui exercent ce métier-là parce que elles l'exercent plutôt chez les... pas forcément, elles l'exercent pas en tant que professionnelles, mais on a beaucoup de femmes qui entraînent, des plus jeunes, qui exercent des métiers plutôt axés dans le développement, mais pas forcément, ne passent pas le cap pour être entraîneur professionnel. On est très peu. Alors, est-ce qu'il y a un accompagnement particulier? Est-ce qu'il y a des contraintes? Je ne sais pas, mais l'objectif, c'est quand il y a une joueuse qui a envie d'entraîner, c'est d'essayer de l'accompagner et de transmettre les valeurs de ce métier et que c'est possible de l'exercer. Oui, alors je pose aussi la question à Magali qui est avec nous en visioconférence. Quels sont les obstacles? Est-ce que le premier, c'est à la fin de ma carrière de joueuse, j'aurais bien aimé être entraîneur, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai envie de créer une famille, de faire un enfant, et puis ce milieu de l'encadrement me fait un peu peur, il est un peu macho, il est un peu réservé aux hommes. Magali? C'est sûr qu'il
qu'il y a voilà, la difficulté du métier, les déplacements, ce sont des freins, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut avoir des dirigeants qui font confiance à des femmes, il faut avoir des mentors ou des ambassadeurs ou ambassadrices qui nous poussent à se lancer dans ce métier-là. Et moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là et je ne suis pas sûre, si je n'avais pas été là au bon moment dans ce club avec ces dirigeants, que j'aurais réussi ma carrière à haut niveau en tant qu'entraîneur. Vous me disiez au téléphone l'autre jour, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai obtenu mon diplôme d'entraîneur, mon BE2. Si jamais je n'avais pas réussi l'examen, je ne serais pas allé plus loin. Oui, parce que c'est dur. J'étais la seule femme. J'ai passé mon épreuve pédagogique avec l'équipe nationale junior garçon. Donc là, ils ont tous 2,10 m. Ils m'ont vu arriver en tant que femme. La première réflexion qu'ils ont fait, c'est quand même pas celle-là qui va nous entraîner aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut être vraiment enfin voilà, il faut être fort mentalement et voilà, j'ai dû y aller, quoi. Et donc, pourquoi on ne passe pas nos diplômes avec l'équipe nationale féminine? Pourquoi pas? Voilà, rien n'était fait ou rien n'est fait pour les femmes pour faciliter leur diplôme. Florence, vous partagez l'avis de Magali? Florence? Oui, tout à fait, je partage. Oui, ça part d'une dynamique de la structure, de pouvoir intégrer des femmes à la tête d'une équipe. Je suis passée, j'ai eu la chance de pouvoir entraîner chez les garçons. Et c'est une anecdote, hein, mais j'étais adjointe en Pro D2. Et à chaque fois qu'on me rencontrait, on pensait que j'étais kiné ou médecin, mais pas entraîneur. Donc ça, c'est les petites anecdotes. Mais oui, je pense qu'on a encore du mal. Les mentalités ont encore... il y a des mentalités encore qui ont encore des difficultés à penser que les femmes sont compétentes et peuvent aussi avoir des rôles importants dans la gestion d'une équipe ou dans une structure. Il y a de plus en plus de femmes dirigeantes qui ont des postes importants, mais chez les entraîneurs, moins. Je pense que la fédération doit impulser cette dynamique. Elle l'impulse au niveau des dirigeants, mais il faudrait qu'elle l'impulse aussi au niveau de ses staffs techniques. Voilà. Est-ce que tous les témoignages qu'on a eus, en fait, vous êtes toutes des exceptions, quoi? Que ce soit en basket, en handball, en foot et en rugby, j'en connais pas beaucoup. Didier Nouveau. Gaël. Il y a Gaël. Alors parlez-nous de Gaël qui aurait dû être avec nous aujourd'hui par visio, mais qui est sur le terrain en ce moment en train de faire des lancers en touche. Non, mais c'était ce qui a été dit tout à l'heure. Chaque sport a une évolution un petit peu différente. C'est vrai que les sports, nous, le rugby en particulier, par rapport au sport de salle, au niveau de la pratique féminine, on est un petit peu en retard. C'est vrai. Voilà, mais c'est juste qu'un constat. Mais tout est fait, alors, et c'est ce que je retiendrai aussi, c'est que tout est fait dans la structuration des clubs pour que ça avance et que ce retard soit rattrapé. Même si on sait que ça peut aller à des vitesses différentes selon les pays, selon les cultures, etc. Ça, c'est clair. Mais par rapport à ça, je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, de responsabilité pour que ça aille dans le bon sens, pour que ça avance. Première chose. Et on revient à Gaël. Oui. Donc Gaël, en effet, qui était international. Aujourd'hui, elle fait partie du staff de rugby du MHR. Que vous avez entraîné. Oui, il y a quelques années. Et donc, en effet, elle est en charge de la technique individuelle des lanceurs, ce qui est très, très important pour nous au rugby sur les lancements de jeu, etc. Et donc, elle travaille avec l'équipe professionnelle sur cela. Et elle travaille aussi avec le centre de formation et l'équipe féminine sur des ateliers mixtes. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très bien, sur le travail des avants, sur, en effet, les positions mêlées, les positions sur les rucks, etc. Et donc ça, c'est une vraie évolution. Et pour en avoir discuté avec elle, pour en discuter un petit peu avec des membres de l'encadrement et certains joueurs, tout le monde apprécie énormément ce type de travail. Et aujourd'hui, elle passe sur le DES à Marcoussis. Tout à fait. Voilà, de façon
être Tout à fait, d'accord. être un entraîneur professionnel, Bien sûr, bien sûr. être en accord avec le cadre législatif. José Ruiz, un mot de conclusion, parce qu'il est déjà bientôt midi et quart. On a dépassé un peu le temps imparti par Marion. Et on avait tellement de choses à dire aussi, c'est ça. Est-ce qu'on on n'a pas été exhaustif? On est d'accord, Thibaut, Marie, il y a d'autres problématiques qu'on aurait pu faire émerger. Est-ce qu'on a fait un peu le tour quand même du sujet? Je pense qu'on a fait un tour du sujet, mais peut-être pas le grand tour de la question. Le grand tour, il reste à faire. Alors, je pense qu'il faut percevoir l'étape d'aujourd'hui comme l'audit indispensable sur l'évolution de la société et du sport, forcément. Donc, il fallait le matérialiser, il fallait le rédiger, il fallait le clarifier. Il faut maintenant le partager et en être convaincu, en prendre conscience. Et puis, se projeter un petit peu sur des échéances futures. Et sur ces échéances futures, Thibaut n'a pas eu le temps de me briefer, mais donc voilà. Mais je vais lui donner la parole. Je balance, on va lui donner la parole. En termes de calendrier, qu'est-ce qu'on peut... Mais je pense quand même que ce qui est indispensable, c'est qu'on sache rayonner davantage pour que ces conclusions soient davantage partagées, qu'on soit un peu plus crédible en améliorant la formation et tout ce qu'il faut, et qu'au vu de ces deux premières conditions, il puisse y avoir des moyens qui nous parviennent plus facilement pour mettre en œuvre des actions concrètes. Les intentions, c'est bien. Tout le monde vous dira que les actions, c'est encore mieux. Oui, vous avez l'écoute vous avez l'oreille de la ministre à 2 ans des Jeux Olympiques à Paris. Il y a quand même un contexte, une temporalité qui est favorable en ce moment. Je pense que nous avons gagné l'oreille de la ministre grâce au travail de beaucoup de gens et de Thibaut, entre autres, qui est le principal en relation, mais pas que. Je pense qu'on a l'oreille de la ministre maintenant. Et justement, il faut peut-être accompagner cette volonté à son niveau. Je ne sais pas encore combien de temps. On espère que les élections ne remettront pas à zéro tout ce qui a été fait, parce que c'est souvent le cas. Au niveau du sport, on repart toujours à zéro avec les nouvelles échéances électorales. Il faut le savoir. Oui. Voilà. Thibaut, en termes de calendrier pour la fête, prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous, on va partir en campagne, mais plutôt en campagne pour convaincre tous les acteurs qui ne sont pas là aujourd'hui, que ce soit peut-être un prochain gouvernement, peut-être la présidente du comité olympique, la direction et le président de l'ANS, l'ensemble des parties prenantes qui financent, qui impulsent le sport français. Je pense qu'on a désormais un formidable outil. Cette conférence y a contribué. On remercie l'équipe notamment pour également sa valorisation aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on pourrait se donner rendez-vous dans 1 an pour un temps d'évaluation de notre capacité à mettre en action ce plan et aussi notre capacité à faire admettre à l'écosystème du mouvement sportif que les propositions de la FEP sont partagées, et on peut que remercier les unions de clubs qui se sont associées à cette manifestation et évidemment au groupement des joueuses et des joueurs. Je pense qu'aussi, vous pouvez compter à la FEP sur tous les ambassadeurs qui ont participé à ces tables rondes. Hein. On les remercie à tous d'avoir été présents aujourd'hui et d'avoir apporté leur témoignage. Merci à vous tous ici présents et bonne fin de journée. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, merci. C'est coupé?